Est-ce que vous savez que le média d'extrême gauche Street Press vient de réaliser une levée de dons de 120 000 € dans l'unique objectif d'harceler la droite, de la diaboliser, de fonctionner en délateur et de faire dissoudre des associations de droite. Alors Livre Noir a décidé de réagir. Nous avons lancé une grande campagne de dons pour créer un pôle enquête sur l'extrême gauche et l'islamisme. Nous avons déjà récolté 20 000 €. Nous devons atteindre 50 000 € au 31 décembre. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.livrenoir.fr. Vous pouvez faire un don défiscalisé à 66%. C'est à vous de jouer. Bon entretien. Amine El-Bailly, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Vous êtes juriste en droit public. Vous êtes fait notamment connaître du grand public lors d'une émission Zone Interdite. Vous avez mené une enquête pour dénoncer le clientélisme et la montée du communautarisme à Roubaix. Vous êtes également, et nous en sommes honorés, membre de notre comité stratégique. Et si vous êtes présent aujourd'hui sur ce fauteuil rouge, c'est pour nous parler aussi de votre parcours qui est tout à fait particulier, notamment parce que vous avez eu une grande sœur qui est partie en 2014 faire le djihad en Syrie. Avant de commencer cet entretien, je rappelle à tous nos abonnés que nous sommes en pleine campagne de levée de dons, que nous recherchons actuellement 50 000 € pour pouvoir ouvrir un pôle enquête chez Livre Noir, de façon à pouvoir enquêter à la fois sur l'islamisme et l'extrême gauche. Nous avons déjà atteint 30% de nos objectifs et nous vous invitons à nous soutenir dans cette ambition. Je rappelle également que notre magazine Une terre, deux peuples, vers la guerre civile en France est disponible depuis le 8 décembre dans les kiosques et nous vous invitons également à vous le procurer. Nous avons également effectué une enquête à Roubaix que Amine El-Bailly connaît bien. Donc voilà, nous invitons à nous soutenir dans tout cela. Amine El-Bailly, commençons. Vous venez de Roubaix. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur votre enfance qui est particulière, il faut le dire, et justement sur la radicalisation de votre sœur? Bonjour Jules. Moi je suis Amine El-Bailly. Je suis âgé de 27 ans et je suis issu des quartiers populaires. Je suis un enfant des quartiers populaires, toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence. Et le début de ma vie d'adulte a commencé à Roubaix, au nord de la France, dans l'une des villes connues pour être d'abord l'une des villes les plus pauvres de France. Moi, je suis un enfant d'immigrés. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma maman, qui nous a élevés, bien que seule, avec une famille de 6 enfants. Mon enfance s'est déroulée à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule, qui est un quartier très populaire, où j'ai effectivement grandi avec mes amis dans l'insouciance. Le peu pouvait nous satisfaire. Moi, ma maman, elle était femme de ménage. Elle nous a élevés seuls. Je crois que sa plus grande fierté, finalement, à ma maman, c'est d'avoir mis au monde 6 enfants, alors qu'elle souffre d'un handicap. Elle est par ailleurs analphabète. Et elle nous a permis de devenir, en tout cas pour la grande majorité, des enfants libres, engagés au service de la société. Chacun dans la famille a pu tracer son propre chemin. Un grand frère entrepreneur, une grande sœur artiste, une autre qui malheureusement a dévié. Moi-même qui suis un enfant des quartiers populaires et qui suis engagé dans la vie politique et civique dans la société. Comment dire ? Dans la mesure où je ne suis pas un héritier de la politique à droite, je n'avais pas d'élu envers qui me greffer. Donc j'ai dû me former seul. Ouais, Et malheureusement, en 2014, à ma première campagne politique, je connais une triste aventure personnelle. C'est la radicalisation de ma propre sœur, qui fait le choix de rejoindre une filière djihadiste
et qui part en Syrie le 28 août 2014. Pour être précis dans la temporalité en 2014, mars 2014, c'est les élections municipales, où je m'étais engagé pour la première fois en politique. Je ne pouvais pas être élu parce que j'étais mineur à cette époque-là, il manquait quelques semaines pour devenir conseiller municipal. Au mois de juin, j'assiste à la radicalisation de ma sœur et j'ai beaucoup de doutes sur son comportement. J'avais d'ailleurs à cette époque... Est-ce que vous pourriez venir vraiment en détail justement? Je vais y arriver justement. En fait, je mets en suspens mon engagement politique après les élections municipales de 2014, alors que j'ai que 17 ans et 50 semaines. Je ne suis pas encore majeur, je suis né le 27 avril. Je deviens majeur en avril, et entre avril et juin, je constate en fait un basculement dans le comportement de l'une de mes grandes sœurs, qui en fait malheureusement change totalement de comportement, commence à se radicaliser. Petit à petit, elle se met dans l'islam, c'est-à-dire dans une pratique plus rigoureuse de la religion, et jusque-là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un puisse exercer librement sa religion, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais progressivement, à la pratique religieuse, s'ajoutent des actes qui ne sont plus religieux. D'abord, un discours de plus en plus irrationnel. Je me souviens, ça avait commencé avec la Palestine, souvenez-vous, en 2014, la Palestine. C'était la dénonciation des antifadas, il me semble, en Palestine, où ça avait effectivement, autour de ce discours, indépendamment de la cause israélo-palestinienne, permis en tout cas à certaines communautés de se démarquer politiquement. Et elle avait adhéré à ce discours. Je sentais en tout cas à la fois une passion et une radicalité dans son discours qui s'inscrit dans un contexte de déscolarisation. Oui. 1 an avant, elle avait validé son bac littéraire dans le seul lycée à Roubaix qui n'était pas classé en zone d'éducation prioritaire. C'était le lycée Baudelaire, où elle avait d'ailleurs choisi une option théâtre. Elle aimait la culture, elle aimait le cinéma, elle aimait chanter, lire, écrire. Elle effectuera une première année de droit dont elle va échouer très rapidement, puisqu'elle va échouer au premier semestre, et elle décidera de ne pas poursuivre au second semestre. Et c'est au cours de cette déscolarisation, dans un contexte où elle va s'interroger sur son orientation, sur son avenir, qu'elle va ensuite rencontrer des personnes qui, peu à peu, vont lui faciliter sa radicalisation. J'avais, moi, en particulier ciblé à cette époque, c'est vrai, une filière qui était assez connue, c'était la filière Tahar Hawaidat à Roubaix. La filière Tahar Hawaidat, c'est une filière de recrutement djihadiste qui a emporté plus de 32 personnes. De la grand-mère aux petits-enfants. Tout le monde. Ils habitaient non loin de la maison, dans le quartier de l'Épeule, et ils avaient pu embarquer d'ailleurs avec eux quelques jeunes pour partir en Syrie. Le grand frère, en fait, s'était radicalisé à Verviers, en Belgique, et il avait pu radicaliser également toutes ses sœurs, puisque cette fratrie était composée essentiellement de 7 sœurs, et chacune de leurs sœurs avait des copains, des copines, des amis, à qui ils ont également transmis l'idéologie islamiste. Moi, j'ai senti, si vous voulez, un changement profond dans le comportement de ma sœur. Changement vestimentaire. Changement alimentaire. Je me souviens d'un jour où je crois que le coca à table était interdit, parce que c'était juif, ou américain. Ouais, américain, du moins. On en était là, dans le discours. Ouais. Et moi, à cette époque, j'avais tout juste 18 ans, donc je m'inscrivais en faux par rapport à ma sœur, et dans une idée de provocation, puisqu'on était liés. J'avais 18 ans, elle avait 20 ans, elle avait 19 ans, pardon. Et donc, on se chamaillait comme des frères et sœurs. J'étais dans une idée de provocation à travers mes engagements, mes idéaux politiques, et elle avait, et je sentais de plus en plus une volonté affirmée pas seulement de vivre sa religion, mais aussi d'affirmer pas seulement sa foi, mais aussi des idéaux qui n'étaient ancrés sur rien.
mais il y avait quand même l'expression d'un certain nombre d'idéaux politiques. Et vraiment, je tiens à le dire, on n'est pas uniquement dans une pratique religieuse, on sent également l'expression de convictions semblables à des convictions politiques. Semblables à des convictions politiques, vraiment. Et la nuance, elle est là. Et l'idée de convaincre aussi. Non, il n'y a pas d'idée de convaincre. Il n'y a pas d'idée de convaincre. C'est pas une volonté recherchée de convaincre. Elle savait pertinemment qu'à travers mes convictions politiques, un jeune de 18 ans, plutôt de droite, j'étais son frère, elle ne cherchait pas nécessairement à me convaincre. Et c'est vers le mois d'avril, mois de juin, qu'elle va planifier un projet de départ pour la Syrie, avec l'appui des réseaux sociaux à l'époque. En 2014, les réseaux sociaux, Facebook, étaient totalement incontrôlés. Et l'appui de cette famille roubaisienne, qui ne va pas l'aider, en tout cas l'enquête semble ne pas le démontrer matériellement, mais en tout cas idéologiquement, elle va régulièrement se rendre chez cette famille qui se trouve non loin de la maison et affirmer de manière plus marquée son enracinement à l'idéologie islamiste. Mais elle ne le montrera pas à la maison. Elle mettra le voile dehors. Je me souviens un jour l'avoir croisée avec un voile. Pas de problème avec le voile. Sauf que, au fur et à mesure des semaines, le voile était de plus en plus court. Ou je dirais de plus en plus long. Plus court au niveau des yeux, plus long du point de vue vestimentaire. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Je n'en avais pas parlé à ma famille. Moi, à l'époque, j'avais appelé le numéro vert parce que j'avais des doutes, à la fois sur un faisceau d'indices qui reposait essentiellement sur le comportement, sur l'apparence physique, l'apparence vestimentaire, et aussi sur le discours. Le discours, le tout dans une temporalité assez courte quand même. On peut résumer ça à une affaire de 6 à 8 mois. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Mieux vaut prévenir que guérir. J'avais appelé ce numéro vert, et ce numéro vert avait pris en compte mon signalement, sans d'ailleurs prendre à l'époque mes coordonnées. J'avais dû rappeler une deuxième fois pour qu'on prenne mes coordonnées. J'ai une petite question, c'est parce que ça s'inscrit aussi dans un contexte, c'était après Charlie Hebdo ? Non ! C'était... Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on est au 26 août 2014. 26 août, d'accord, oui. 28, pardon. À l'époque, il faut bien comprendre que nous étions au 28 août 2014. Son départ, c'est le 28 août 2014. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui ne connaît pas la menace djihadiste, qui n'a pas encore connu les attentats. Et le jour de son départ, nous allons au commissariat faire une déclaration de disparition. Les policiers vont essayer de la chercher un peu partout, à Roubaix. Et je me souviens, moi, de cet officier de police judiciaire qui me dit « Mais vous savez, si votre sœur est partie, elle est partie. » Ce jour-là, le policier va appeler ma sœur, et ma sœur lui dit « Je veux couper les ponts avec ma famille. » Elle était majeure, et le policier nous dit « Écoutez, votre sœur, elle est majeure, elle a le droit d'aller où elle veut. » Et il est vrai que ce jour-là, en fait, elle est partie depuis Roubaix vers la Belgique, visiblement Charleroi, l'aéroport de Charleroi. Et de Charleroi, elle ira en Turquie. Elle ira en Turquie avec sa carte d'identité française. Manifestement, à la frontière turque, on ne contrôle pas totalement les passeports. Et de la Turquie, elle pourra franchir ensuite la Syrie quelques semaines plus tard. Et c'est 2 jours après son départ, environ, qu'elle me contactera via les réseaux sociaux, pour me dire, voilà, tu m'as enfin retrouvé, c'était plus rapide que prévu. Je me souviens d'ailleurs, elle me contactait sur Messenger. À l'époque, sur Messenger, on pouvait avoir la localisation en 2014. Ouais. Et donc j'avais compris où est-ce qu'elle était, sans lui demander. Ça a été un effondrement pour moi. Évidemment que ça a été un effondrement de savoir qu'elle allait rejoindre Daesh. Quand elle était en Turquie, j'avais signalé à la police le fait qu'elle était encore en Turquie, qu'on pouvait peut-être l'arrêter avant qu'elle aille en Syrie. L'état du droit, manifestement, ne le permettait pas. D'abord parce que je n'ai pas eu de réaction aussi rapide.
et que lorsque la police m'a reconvoqué, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, elle avait déjà franchi, le 2 septembre 2014, la frontière entre la Turquie et la Syrie. D'accord. Donc tout ça pour vous dire qu'à ce point, qu'entre le moment où je signale sa radicalisation et le moment où elle part, il y a eu quand même plusieurs semaines, et qu'à l'époque, en 2014, les pouvoirs publics n'avaient pas suffisamment conscience de la menace terroriste. Et je rappelle d'ailleurs qu'entre 2013 et 2014, elle va même légitimer quelque part, pas sa radicalisation, parce qu'au début, elle est passée totalement inaperçue. Mais elle va légitimer sa foi et sa solidarité envers le peuple syrien. Il fallait bien comprendre qu'à l'époque, les chaînes d'information continue, c'est-à-dire BFM TV, iTélé, désormais c'est CNews, parlaient du peuple syrien comme les victimes du bourreau, c'était Bachar al-Assad. D'ailleurs, il y avait même des Français qui avaient rejoint la rébellion syrienne. La rébellion syrienne. Bon. Donc, cette radicalisation, en fait, s'est inscrite aussi dans un contexte totalement flou, où il n'était pas possible de bien cerner et bien identifier comment elle s'était radicalisée, en tout cas. Comment elle s'était radicalisée et comment... c'était difficile à l'époque de cerner les motivations réelles de cette radicalisation. Je veux que les gens qui regardent cette vidéo comprennent que sa radicalisation, pour moi, est apparue à la fin, c'est-à-dire vers juin 2014. Presque sur le fait, en fait. Parce que progressivement, et plus tard, et après son départ, on va découvrir que ça a commencé bien avant. Ça avait commencé vers septembre 2013. Mais on ne savait pas. Donc il y a une grande partie où c'était totalement inaperçu, et une autre partie où c'était effectivement visible. Mais c'est là où vous dites quand même qu'en 2014, c'est visible, vous allez voir les autorités de l'État, vous leur dites, ben voilà, ma sœur est en train de se radicaliser, elle risque de partir en Syrie, qu'est-ce qu'on fait ? Et je me souviens vraiment de la réponse de ce policier qui me dit, mais écoutez monsieur, on n'a rien à lui reprocher à votre sœur. Il n'y a pas d'infraction. Incroyable. Il n'y a pas d'infraction. Il a fallu attendre la loi de 2016, après les attentats, pour constituer l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et pour circonscrire dans l'infraction pénale l'élément matériel qu'est le départ sur un théâtre d'opération. Et ça, c'est possible depuis 2016. Pas totalement possible avant. Progressivement, c'est après son départ qu'on va découvrir les modalités de son départ, toute l'organisation logistique. On va découvrir que c'était une filière, pas seulement roubaisienne, mais aussi une autre filière qui agissait également sur les réseaux sociaux, qui était issue de la région lyonnaise, qui avait facilité son départ au sens logistique et matériel du terme, qui vont financer d'ailleurs son départ. Et elle rejoindra l'État islamique. L'État islamique en Syrie. Donc moi, une fois que ma sœur s'en va, en Syrie, j'ai stoppé tous mes engagements. Tous. J'ai stoppé tous mes engagements politiques, civiques, associatifs, de 2014 à fin 2016. Par crainte d'irriter ma sœur, pour obéir aux recommandations de la police, pour protéger mes proches et ma famille. Et à cette époque, j'avais 18 ans. Pourquoi la police, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait qu'il faut vous faire discret ? Il faut se faire discret, évidemment, publiquement. Quel était l'objectif pour moi ? Je suis le seul de ma famille à cette époque à avoir maintenu un contact régulier avec elle. Malgré le fait que je pouvais être considéré comme un mécréant, j'ai eu droit à toutes les injures, coups phares, toutes les injures. Il était extrêmement précieux pour moi d'avoir de ces nouvelles, d'abord pour tenter de maintenir un contact et se dire que si jamais un jour un contact profond était possible, un échange profond était loisible, je réussirais peut-être à la convaincre de faire marche arrière. Oui. Certaines familles ont réussi d'ailleurs à permettre à leurs proches de faire demi-tour.
Malheureusement, ça n'a pas été mon cas, puisque arrivée sur zone, concrètement, elle va arriver à Raqqa, en Syrie. À l'époque, il n'y a pas encore de bombardement à Raqqa. Hein. C'est un peu les beaux jours de l'État islamique. Elle va se marier à un Français, puis ensuite, alors se marier religieusement, hein, évidemment, sous la coutume de l'État islamique. Ce mariage va durer quelques mois. Elle va retourner dans une maison pour femmes, qu'on appelle une madafa, et elle va ensuite se marier à un autre Français, avec qui ça allait manifestement mieux, et avec qui elle aura 2 enfants. Son mari, appelons-le ainsi, religieux, va mourir sur zone, en Syrie, dans une opération kamikaze. Il va se porter volontaire pour se faire exploser en Syrie et connaître la mort. Entre 2014 et 2016, elle aura eu 2 enfants sur zone, ma nièce et mon neveu. Et devenue veuve, elle ne s'est pas remariée. Ça permet quand même aussi parfois d'écarter le fantasme des femmes qui vont là-bas pour essentiellement avoir des relations avec des hommes, qu'on appelle le djihad al-Nika, il me semble. Et ce djihad n'existe pas dans l'idéologie de Daesh. Il existe dans d'autres idéologies islamistes. Il n'existe pas, manifestement, chez Daesh. Bon, enfin, c'est un détail. Ce qui est certain, c'est qu'elle restera en Syrie, y compris après la mort de son mari, où elle va vivre dans des maisons pour femmes. Elle n'avait pas, à cette époque, la volonté encore de rentrer. Voilà, elle va élever ses enfants en Syrie sur un théâtre d'opération, mais je vais maintenir le contact régulier avec elle. Et Toujours par Facebook? Non, par Telegram. Par une application qui s'appelle Telegram. Les applications cryptées, essentiellement la nuit. Pourquoi ? Parce que là-bas, il n'y avait pas de réseau. Et donc, le réseau, la petite barre de réseau qui restait, la barre Edge, était accessible la nuit, entre 2h et 4h du matin, généralement. Vous comprendrez pourquoi j'ai sacrifié une bonne partie de ma jeunesse. Bien sûr. Et ce qui va faire que je vais gagner finalement en confiance, j'ai dû gagner la confiance de ma propre sœur, dans les échanges et dans les rapports, c'est la régularité des échanges et le fait que je ne la juge pas. Je sais qu'elle a fait un choix, c'est pas le mien, c'est le sien. Je combats ce choix. Je vais voir la société française totalement anesthésiée et apeurée après les attentats, alors que, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai quand même connu l'idéologie islamiste et la menace terroriste avant les attentats. Donc j'étais préparé à ça. Oui. J'étais préparé à ça. Il fallait bien comprendre qu'à l'époque, les djihadistes qui rejoignaient Daesh s'inscrivaient dans une idéologie de provocation et que je me sentais totalement armé, psychologiquement, pour faire face, évidemment, au discours de femmes qui allaient là-bas. Et en fait, ce qui était important pour moi, maintenant je peux le dire, on est en 2023, ce que je ne pouvais pas dire avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui que je prends la parole. C'est qu'en prenant la parole, désolé, mais je perds mes mots. Pas de souci. Ce qui était important pour moi, c'est que, à force d'avoir gardé un contact régulier avec ma sœur, j'ai pu également identifier les personnes avec qui elle était là-bas. Et donc, garder un contact régulier avec d'autres femmes qui étaient là-bas. Et avec peut-être même d'autres hommes qui étaient là-bas. Et c'est ça qui était intéressant pour remonter des filières djihadistes. C'est ça qui était intéressant pour savoir si, oui ou non, des personnes déclarées mortes ne l'étaient ou pas. Donc c'est un travail de long. Je l'ai fait parce que
Je considérais que c'était ma juste place et que je le devais. Et j'ai ressenti ce combat comme une obligation morale. Je le devais, après tout, à ce pays qui, manifestement, n'a toujours pas compris comment les terroristes s'organisaient, à l'époque en tout cas. Ils étaient très bien organisés sur les réseaux sociaux, très bien organisés dans leur communication avec leurs proches, et pas seulement embrigadés, pas seulement fanatisés. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'expliquais à mes amis que ma sœur partait, ils faisaient preuve de compassion en disant on sent que tu es blessé, et puis nous on avait connu ta sœur, après tout elle est victime. Ils n'avaient pas compris la dangerosité du problème. Beaucoup de médias, j'hallucinais moi quand j'écoutais ces experts autoproclamés sur les plateaux de télévision en train de vous expliquer que les femmes qui allaient là-bas étaient victimes, je ne sais pas moi, victimes émotionnellement, victimes de l'oppression sociale ou victimes d'une idéologie de complaisance qui les a embarquées comme ça du jour au lendemain là-bas. Pardonnez-moi, mais personne lui a pris la main et l'a obligée à monter dans l'avion. Bien sûr qu'elle n'est pas devenue terroriste. Bien sûr qu'elle n'est pas née terroriste. Elle l'est devenue. Bien sûr. Elle l'est devenue. Elle l'est devenue parce que elle a adhéré à un discours radical. Mais comment ma sœur, qui a grandi dans la même maison que moi, qui a fréquenté les mêmes écoles que moi, aurait perdu du jour au lendemain son libre arbitre? Il y a quand même une part de volonté individuelle que beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'experts autoproclamés ont totalement renié. Totalement renié. Et donc, moi, je me suis battu contre ça. Je me suis battu contre ça, dans l'ombre d'abord. De 2014 à 2016, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre. À l'époque où l'ancien Premier ministre Manuel Valls nous disait que expliquer la radicalisation, c'était en partie l'excuser, moi, je voulais comprendre la bascule djihadiste pour comprendre comment ça s'est passé. Et ensuite, j'ai brisé l'omerta. Je me souviens, ça a été violent ce que j'ai fait. C'était en octobre 2016. J'ai brisé l'omerta parce que je sentais que cette situation était en train de briser ma famille. D'abord, on ne se parlait plus dans la famille. C'était très difficile. Je me souviens, moi, le jour où j'ai annoncé à ma mère que ma sœur, c'est-à-dire sa fille, est partie en Syrie, elle a fait un AVC. Elle a fait un AVC. Elle était en vacances et c'est mon petit frère qui a dû appeler le médecin pour, évidemment, venir en urgence la soigner. Elle est tombée par terre. Et on ne se parlait plus dans la famille parce que le terrorisme nous a tués. Et moi, je voyais peu à peu ma famille se décomposer physiquement. J'ai vu, en octobre 2016, une société totalement anesthésiée par le terrorisme, anesthésiée par Charlie Hebdo, anesthésiée par le 13 novembre 2015, anesthésiée par les attentats de Nice. Et personne ne voulait ouvrir le vrai débat sur les conditions et les causes de cette radicalisation qui sévit et qui sévit encore aujourd'hui à l'intérieur même de nos quartiers. Je vais écrire une tribune donc en octobre 2016 dans Libé, Libération. Vous devez être content de vous voir au comité stratégique aujourd'hui. Oui, mais ils ont renoncé. Je vais y arriver. J'écris une tribune dans Libé en octobre 2016 intitulée « Elle est partie défier la République qui n'a pas su la retenir ». Et je vais briser ce tabou à travers une tribune. Quelques semaines plus tôt, j'avais également accordé une interview à La Voix du Nord. Un journaliste de la rédaction locale. Parce qu'en fait, le bruit courait localement que j'étais le frère d'une djihadiste. Vous imaginez quand même ces regards blessants, ces murmures, ces soubassements, quand vous allez prendre un café, « Ah, c'est le frère d'eux ». Et je sentais, quelque part, pas une forme d'exclusion, mais je sentais que, à travers ces soubassements, il y avait une volonté d'en savoir plus. J'ai assumé. J'ai assumé parce que des responsables politiques à Roubaix
voulait me dénoncer comme le frère du djihadiste. J'ai fait de cette dénonciation un combat. Un combat par un témoignage. De 2016 à 2020, j'ai témoigné dans les collèges, les lycées, dans les écoles, en m'engageant bénévolement dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Et j'ai été dans les collèges et les lycées pour expliquer, pour aller témoigner, expliquer, aider, et expliquer ce qu'était la bascule djihadiste. Comment elle était partie, avec qui, dans quelles conditions, comment ça s'est passé. Et je me souviens à l'époque, on écrivait pas mal avec d'autres familles. On écrivait pas mal. On a beaucoup écrit avec d'autres familles. Mais je perds mes mots là. T'inquiète pas, sur ça, il n'y a pas de souci. Je me souviens à l'époque, on a beaucoup écrit au gouvernement. À l'époque, on avait écrit à Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, pour nous demander à nous recevoir et associer les familles qui étaient touchées par la radicalisation d'un proche, qui, elles, pouvaient apporter tant à l'État sur l'approche à avoir face au phénomène djihadiste. Et l'État nous avait complètement exclus. Certaines familles ont été associées dans des spots publicitaires pour élargir la publicité autour de la campagne Stop Djihadisme, qui a duré quelques temps. Ça paraît fou. Qui n'a pas été d'une grande efficacité, puisque d'autres jeunes ont quand même pu partir en Syrie, y compris après les attentats. Nous, on demandait beaucoup plus. On demandait un accompagnement administratif. On demandait à ce qu'un référent administratif rattaché aux préfectures puisse être associé aux familles pour remonter des informations, des questions, et finalement avoir un soutien quelque part, pas seulement psychologique, mais aussi administratif face au phénomène djihadiste. C'est très compliqué aujourd'hui de dire à ses proches que vous êtes touché par la radicalisation islamiste. Et l'État n'était pas au rendez-vous. L'État n'a pas été au rendez-vous. Moi, ça m'a vraiment agacé, ça m'a blessé. Et donc, j'ai fait de ce combat un combat personnel. Je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait aussi pour prévenir le départ de nouvelles personnes s'engager dans les filières djihadistes. Donc, il y a effectivement un passif dans mon combat face à l'islamisme. Et à force de me battre, de prendre la parole, et je me souviens que mes prises de position, alors, prise de position médiatique, bien sûr, j'ai écrit une tribune, j'ai pu accorder des interviews, ensuite à la presse locale, et progressivement, la presse nationale s'est intéressée à mon profil, à mon portrait, parce que je portais des questions que les politiques ne voulaient pas entendre. J'ai d'abord posé la question en 2017 de la judiciarisation des adultes. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, il fallait bien comprendre que vous aviez des djihadistes qui étaient déçus du djihad, qu'on appelait les revenants. Mais parce qu'ils étaient déçus du djihad, pouvaient revenir de la Syrie vers la France sans le moindre contrôle. Oui. Sans le moindre contrôle. Les vacances. C'était les vacances. Et vous avez un bon matin, les services de renseignement, les policiers qui apprenaient le retour de « Ah bah tiens, lui, il est revenu du djihad il y a 2 semaines. Bon, on va aller le toper alors, on va aller le chercher. » Oui, bon, enfin, il y a eu 2 semaines entre deux. Et d'ailleurs, vous avez des revenants qui revenaient de Syrie et qui planifiaient des attentats en France. Vous avez même des revenants qui étaient arrêtés par les services turcs en Turquie et qui étaient expulsés par la Turquie de son territoire. Après tout, la Turquie est un État souverain. Annoncé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, vous aviez un avion qui a atterri à Marignane. Alors que tous les journalistes attendaient, sous déclaration du ministre Bernard Cazeneuve, le djihadiste à Roissy. Marignane, en plus, c'est assez symbolique. Hein. Que... Marignane qui est assez symbolique quand même. Donc, tout cela, toute cette inefficacité du pouvoir politique a amené à la conclusion entre la France et la Turquie d'un protocole, qu'on appelle le protocole Cazeneuve, et ce protocole Cazeneuve, en fait, c'est un arrangement administratif entre la France et la Turquie qui permet la remise de la part des autorités turques lorsque les djihadistes franchissent la frontière entre la Syrie et la Turquie, qui permet la remise des djihadistes par les autorités turques aux autorités françaises en lieu sûr. Bon.
Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, j'avais déjà alerté sur le risque d'évasion des djihadistes et j'avais alerté sur le risque de déjudiciarisation. Pourquoi ? Parce que vous aviez, à l'époque, des djihadistes hommes et leurs épouses qui fuyaient Daesh, mais restaient à l'intérieur même du territoire syrien. Attendez qu'une nouvelle faction terroriste reprenne le dessus, Omar Homsen, ou alors Al-Qaïda, et rejoignaient d'autres factions terroristes à l'intérieur même du territoire syrien. Donc moi, pour prévenir ces questions, j'avais posé la question au gouvernement de la judiciarisation des adultes. J'ai dit, bien évidemment que ces djihadistes, personne n'en veut. Personne. Le problème est le suivant, c'est que si on ne les juge pas, ils vont s'échapper. Ils vont s'échapper, donc ça va être un délit de justice pour les victimes. Ça va être un délit de justice aussi pour certaines familles qui tentaient en vain de comprendre comment leurs proches avaient pu partir en Syrie, faire le djihad. Et surtout, c'était une menace sécuritaire pour les États d'Europe qui étaient confrontés à la menace terroriste. Bon. Donc j'avais quand même 3 bonnes raisons de plaider cette judiciarisation. En 2017, je sens que je suis absolument pas entendu, et puis, après tout, qui va écouter la voix d'un gamin de 20 ans, de 21 ans, sorti de nulle part pour vous apprendre ce qu'est la menace djihadiste. Et donc j'avais décidé en 2017 de porter ma voix publiquement, après avoir témoigné dans des tribunes. J'avais commencé mes premiers plateaux télévisés, et ces plateaux télévisés m'ont donné du crédit, pas aux yeux des Français, mais du crédit aux yeux de femmes qui étaient là-bas en Syrie et qui voulaient se rendre aux autorités françaises. Ces femmes ont été, pour la plupart, source de renseignements précieux, très précieux. Ce que la France ne pouvait pas imaginer. D'autres États, comme la Russie, comme les États-Unis, avaient très vite compris la menace, avaient très vite compris que leurs ressortissants qui étaient partis rejoindre des filières djihadistes étaient source de renseignements. Bien sûr. Et donc, de 2017 à 2019, de 2016 à 2017, j'avais perdu un petit peu le contact avec ma sœur, puisque à mesure que la coalition internationale bombardait la Syrie, il changeait régulièrement de position. Un jour, on m'avait même annoncé son décès. Pour vous dire, en 2017, on avait même fait son deuil à la maison. Et elle me recontactera en 2018 pour me dire qu'elle n'est pas morte, qu'il y a bien eu un bombardement, que 11 Françaises sont décédées, sauf elle et ses enfants, qui ont été légèrement blessés. Et donc j'ai repris contact avec elle de 2018 à 2019, où là, après ces bombardements, après avoir perdu son mari, après avoir assisté finalement à la fin de Daesh, c'est la fin de Daesh, hein, on était vraiment dans la dernière poche de Daesh, c'était Baghouz, elle a fini par suivre mes conseils, c'est-à-dire se rendre. Se rendre. L'objectif, c'était de se rendre aux Kurdes, aux forces démocratiques syriennes qui combattaient évidemment Daesh. C'était très compliqué pour elle de se rendre, puisque si elle se rendait d'abord, elle risquait de mourir d'une balle perdue de Daesh, tirer sur toutes les femmes et tous les hommes qui voulaient se rendre, évidemment, soit à la coalition, soit aux forces démocratiques syriennes. Donc c'était un double risque pour elle, c'était évidemment un enfer. C'est vers 2018 qu'elle a compris qu'il fallait impérativement se rendre. Moi, les premiers messages où elle était convaincue de se rendre, c'était 2018. Et donc quand elle était vraiment convaincue de se rendre, convaincue de sortir de l'idéologie djihadiste, la condition de ma participation pour la soutenir dans cette démarche de se rendre, c'était d'abord d'accepter d'être judiciarisée. Il n'était pas question d'excuser son engagement. La deuxième condition, c'était d'assumer, pas pour moi, pas pour mes proches, mais pour ses enfants, parce qu'elle a eu 2 enfants là-bas, qui eux n'ont rien demandé. Et quand vous mettez 2 enfants au monde, vous devez assumer. Vous devez assumer d'avoir mis au monde 2 enfants qui eux n'ont rien demandé. Et 3, d'accepter que dans le combat que je me suis engagé à porter, je prioriserai d'abord les enfants,
avant de prioriser le choix délibéré de leurs parents, quand même. Tout cela me semble moralement juste. De toute façon, elle n'avait pas le choix, puisque j'étais la seule voix qui acceptait encore de l'écouter, malgré la rupture engagée par son départ en 2014. Et donc, progressivement, j'ai appris à faire connaissance avec les enfants, par téléphone, d'écouter aussi leurs besoins, et j'avais posé la question au Vous gouvernement. avez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 22 ans. Eux, les enfants. Ah, les enfants étaient âgés à l'époque de 4 et 6 ans. D'accord. C'était vraiment bébé. Je vais suivre en temps réel. En temps réel, elle va suivre mes conseils. Je vais suivre en temps réel le processus dans lequel elle devait se rendre aux autorités kurdes. Elle se trouvait à Baghouz, c'était la dernière poche de Daesh. Toutes les caméras du monde étaient à Baghouz. Et la coalition bombardait Baghouz, de sorte que des Français qui voulaient même se rendre sont morts. Et je lui ai dit, le premier corridor humanitaire, tu le suis, tu y vas. Tu rentres dans le corridor humanitaire et tu fonces. Et tu te rends aux Kurdes. La première fois, ça avait échoué. Et la deuxième fois, elle a réussi par l'intermédiaire d'un passeur, ou en tout cas d'une personne qui facilitait les personnes à se rendre aux Kurdes. Et seulement à se rendre aux Kurdes. Alors, c'était manifestement quelqu'un qui était lui-même chez Daesh, mais qui voulait sortir Daesh, et en sortant de Daesh, amener le plus de personnes possible vers les forces démocratiques syriennes, les Kurdes. Elle va donc se rendre aux Kurdes, septembre 2018, octobre 2018, et elle sera détenue dans un camp, le camp kurde d'Al-Hol, au nord-est syrien. Ce camp, en fait, se trouve au nord-est syrien. Il est administré par les Kurdes, mais sur le territoire syrien. Et les Kurdes qui administraient ce camp étaient bien évidemment épaulés par la coalition militaire internationale dont la France appartenait et fait toujours partie. La question que je pose à ce moment-là au gouvernement, c'est de dire, vous avez des femmes de djihadistes dans les camps, vous avez des hommes français qui sont détenus par les Kurdes dans des prisons pour hommes au nord-est de la Syrie. Tôt ou tard, la question de leur rapatriement va se poser, pour deux raisons. D'abord parce qu'à l'époque, ces camps, qui désormais sont au nombre de 3, vous avez le camp d'Al-Hol, le camp de Roj et le camp de Ain Aissa. Ces camps ne vont pas rester perpétuellement stables en Syrie. Et d'ailleurs, l'avenir me donnera raison, puisque sur l'un des 3 camps, c'est le camp de Ain Aissa, ce camp avait été bombardé par la Turquie contre les Kurdes, puisqu'à un moment, la Turquie avait envahi le nord-est de la Syrie contre les Kurdes, et les bombardements ont amené à la fuite et à la libération du camp de Ain Aissa, à la fuite de 12 femmes françaises, qui ont totalement disparu des radars. J'avais anticipé cette question en posant la question à Emmanuel Macron et en disant au président de la République, « Monsieur le Président, vous avez des enfants détenus dans des camps, aux côtés de leur mère, au nord-est de la Syrie. 2 possibilités s'offrent à vous, ne rien faire et encourir le risque d'une fuite, puisque vous aviez beaucoup de femmes à l'époque qui pouvaient fuir le camp de Daesh, et qui d'ailleurs, encore aujourd'hui, certaines ont fui, et échappent totalement au radar des services de sécurité extérieurs. L'autre possibilité, c'est poser la question du rapatriement. Et donc, moi, j'avais posé cette question du rapatriement, d'abord pour faire rapatrier les gamins, et c'est à ce titre que j'ai engagé des démarches judiciaires
pour faire rapatrier les enfants qui étaient détenus en Syrie. J'ai été animé pour des raisons d'abord personnelles. Ce sont ma nièce et mon neveu. Je les avais quasiment tous les soirs au téléphone. Je les entendais pleurer. J'entendais les bombardements, parce que la coalition continue à bombarder autour. Dans un camp où il fait moins 10 degrés l'hiver et 50 degrés l'été, dans des conditions humanitaires déplorables, puisque c'était un camp qui progressivement s'est élargi. Ils étaient 70 000. Oui. 70 000. Pas accès à l'eau, pas accès aux soins, pas accès à la nourriture. On parle d'enfants. Bon. Moi, c'est surtout le sort des enfants qui m'inquiétait. Et animé aussi pour des raisons d'ordre moral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'inverse, en laissant ces femmes là-bas, elles auraient pu, et certaines ont profité, du risque de ne pas être jugées. Moi, je me souviens à l'époque, la droite criait avec des cris d'orfraie « Non, surtout pas non au rapatriement, il faut une juridiction internationale là-bas. » Et moi, j'étais pour. Je voulais qu'un tribunal international puisse se réunir et juger les grands auteurs de Daesh, comme on l'a fait le procès Nuremberg. Sauf que Donald Trump n'a pas joué le jeu, et Vladimir Poutine n'a pas joué le jeu. La Russie a procédé au rapatriement de ses ressortissants, et les États-Unis, qui menaient la coalition militaire internationale, estimaient que ce n'était ni le lieu ni le temps, et les circonstances n'étaient pas réunies pour le faire. Il fallait rapatrier ses ressortissants, et les États-Unis avaient eux-mêmes décidé de juger chez eux leurs ressortissants. Donc dès lors où la Russie et les États-Unis ont dit non, c'était foutu. Donc on ne pouvait pas indéfiniment les laisser là-bas. J'avais donc posé la question juridique au tribunal administratif de Paris, puis au Conseil d'État, qui se sont déclarés incompétents, en estimant que la question du rapatriement des enfants était un acte de gouvernement, autrement dit en droit administratif, c'est un acte insusceptible de contrôle par le juge. La Cour européenne des droits de l'homme a ensuite statué sur cette question, en estimant que la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable là-bas, puisqu'on est en dehors du continent européen, et que la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas, puisque ce ne sont pas les autorités françaises qui les détiennent. En revanche, entre 2018 et 2022, il est quand même resté 4 ans dans les camps kurdes, avec ses enfants, il y a eu différents échanges avec les autorités françaises par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, d'ONG, la Croix-Rouge en particulier, et différents échanges avec les services français, notamment les services de renseignement, qui sont eux-mêmes partis là-bas pour auditionner un certain nombre de profils de femmes qui étaient sources de renseignement, dont ma sœur. Et progressivement et peu à peu, l'État a pris conscience dans la durée de la nécessité, tout du moins, de ramener leurs ressortissants en France, parce que c'était la moins mauvaise solution d'un point de vue sécuritaire. Et des juges d'instruction en matière terroriste ont même alerté, comme Marc Trévidic, comme le procureur Molins, qui dans un premier temps était hostile au rapatriement des enfants, qu'il est qualifié de bombe à retardement, qui progressivement a lui-même infléchi sa position en considérant que c'était la moins mauvaise solution parce que, sur le plan sécuritaire, soit on les rapatrie, soit on fait rien. Mais si on fait rien, on prend le risque qu'ils s'évadent. Oui. Il y a eu trop d'évasion. Et donc, progressivement, les autorités françaises ont compris qu'il fallait faire juger les plus dangereux le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le rapatriement des enfants. À l'heure où je vous parle, vous avez encore 150 enfants qui sont toujours retenus dans des camps en Syrie. Et vous avez toujours des femmes qui échappent au contrôle de l'État. Et donc, comment l'État a agi sur cette question ? Ils ont essentiellement procédé au rapatriement des femmes qui étaient volontaires pour entrer en France. Parce que oui, vous avez aussi des femmes qui ne veulent pas rentrer en France. Oui. Et on ne pouvait pas, dans ce camp, laisser des femmes qui ne voulaient pas rentrer en France avec des femmes qui voulaient rentrer. D'abord parce que vous avez des risques évidents pour la sécurité. Et surtout, parce que vous avez le sort d'enfants, qui eux n'ont rien demandé. Donc j'ai voulu scinder la question des adultes avec celle des enfants.
Et moi, je me suis concentré que sur la question des enfants. Évidemment que certaines femmes en ont profité parce qu'ils ont compris qu'à travers ce combat pour les enfants, l'enfant était un peu leur passeport pour la France. Bon. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord les enfants. Et je me suis battu pour les enfants. Évidemment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'expliquer ce combat, en particulier à mes camarades de droite. Mais je leur dois rien. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et s'ils avaient été à ma place, qu'auraient-ils fait? Je leur dois rien. Je leur dois rien parce que c'est pas un combat seulement pour l'honneur ou pour les valeurs ou pour la famille. C'est aussi un combat de sécurité publique. De sécurité publique. Vous avez le choix entre ne rien faire et encourir un risque pour votre sécurité publique, ou agir et limiter l'impact sur votre liberté individuelle. Je préfère agir. J'ai donc agi en toute responsabilité et en ayant à l'esprit que parmi les candidats au retour, vous avez des profils très dangereux. La France donc, opère désormais au compte-gouttes à ces rapatriements au cas par cas. Au cas par cas. Le rapatriement de ma nièce et de mon neveu s'est déroulé le 20 octobre 2022. Après avoir vécu 4 années détenus dans un camp kurde au nord-est de la Syrie. Aujourd'hui, ils vont beaucoup mieux. Eux qui avaient droit à un seul repas par jour ont droit à 3 repas par jour. Ils sont pris en charge dans une famille d'accueil. Ils se construisent psychologiquement. Ils sont traumatisés. C'est ce que j'avais demandé. Traumatisés. Parce qu'ils ont vécu, ils font l'objet d'un suivi social, médical, psychiatrique, psychologique très lourd, très très lourd. Et ce suivi, qui est coordonné par un juge des enfants, se poursuivra jusqu'à leur majorité. Et je suis assez fier, en tant qu'oncle, d'avoir porté la responsabilité du combat pour leur retour. C'est une fierté personnelle. C'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits, parce que derrière cette fierté se cache un drame personnel immense. Moi, pendant 10 ans, je n'ai pas eu de vie de jeune. J'ai dû sacrifier toutes mes soirées pour garder contact à la fois avec ma sœur et aussi des femmes qui étaient là-bas, qui n'avaient pas de famille, qui voulaient évidemment se rendre et qui avaient pris conscience de l'immense erreur qu'elles avaient commise, qui étaient prêtes à assumer de leurs actes et de leurs gestes face à la justice française. Moi, qu'une personne ait commis l'innommable et l'irréparable, c'est une chose. Je peux non pas cautionner ce qu'elles ont fait, mais assurer le droit d'être jugées quand même. Moi, c'est surtout le fait qu'elle n'ait pas été jugée qui me dérangeait. Bien sûr. Si l'opportunité d'une juridiction internationale s'était présentée là-bas, j'aurais souscrit et adhéré. Sauf que le fait de ne pas être jugé constitue pour moi un véritable déni de justice. Déni de justice pour les victimes du terrorisme, déni de justice aussi pour la France et pour les Français qui ont été blessés et impactés par les attentats en France. Il le fallait. Et d'ailleurs, les familles victimes des attentats ont elles-mêmes réclamé ce retour parce qu'on avait besoin, à l'instar de Madame Mejri, Sonia Mejri, qui a apporté des lumières éclairantes pour les attentats du 13 novembre, pour le procès des attentats du 13 novembre, puisqu'elle a permis de confirmer la participation de certaines personnes dans l'entreprise djihadiste et l'entreprise matérielle qui a permis la planification et la préparation des attentats. Donc on avait besoin de témoignages de certaines femmes. C'est ça qui était important. Voilà comment le combat contre le terrorisme islamiste s'est immiscé en moi. Je n'ai pas choisi ce combat et j'ai dû me battre pour faire entendre ma voix. Et aujourd'hui, votre sœur, du coup, elle est rapatriée en France, elle a effectivement bénéficié du rapatriement. Une question qui se suit, c'est est-ce que la déradicalisation est possible ? On y arrive. Là, on touche le point névralgique du problème.
Après, je ne sais pas si on coupera dans le témoignage, parce que je pense que j'ai parlé trop longtemps. T'inquiète pas sur ça. Moi, je pense que, par contre, on va rester vraiment sur le côté djihad. On va pas aller sur Roubaix après, on va rester sur islam, djihad, tout ce qu'on a dit là. Moi, je pense qu'on va aller sur ça. On va rester vraiment sur ça. C'est intéressant, ça aussi. Ah oui, bien sûr. Ça, on le dit. Mais c'est pour ça que je veux dire, tu sais, je voulais parler encore de Roubaix et tout, mais en fait, on va pas le faire. On va rester vraiment sur ce On fera parcours-là. Roubaix une autre fois. Ouais, mais complètement. Parce qu'en fait, c'est passionnant. C'est ça qui va intéresser les gens. Sur le djihad, pourtant, pour bien comprendre, la Cour européenne des droits de l'homme, elle statue en septembre 2022. C'est une décision qui a été incomprise par les Français. Cette décision, elle a été rendue par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête, plusieurs États européens avaient rédigé un mémoire en intervention, c'est-à-dire qu'ils étaient intervenus devant le juge européen pour demander à la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas rapatrier les djihadistes. Et la Cour européenne des droits de l'homme, le 14 septembre 2022, dans son arrêt rendu en grande chambre, est venue dire qu'il n'existe pas de droit au rapatriement. Il n'existe pas de droit au rapatriement. Mais la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas le droit pour chaque personne de voir sa demande de rapatriement être examinée individuellement. Ensuite, c'est à chaque État souverain de décider en fonction des circonstances de droit, de fait, de considérations humanitaires et sécuritaires surtout, si oui ou non il y a lieu, en fonction de tel profil, de rapatrier ou pas son ressortissant. Au final, la Cour européenne des droits de l'homme est venue admettre la légalité du cas par cas. Du cas par cas qui a été institué par les gouvernements d'Europe. Le 7 octobre 2022, je publie mon livre aux éditions Robert Laffont, dans lequel je plaide aussi dans un chapitre pour le rapatriement des enfants, et seulement des enfants. Et surprise, le 20 octobre 2022, 4 h du matin, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères m'annonce le rapatriement imminent de ma nièce et de mon neveu, accompagnés de leur mère. Pourquoi ? Parce que le droit international interdit de séparer les enfants de ses parents, même si en réalité cette séparation elle a lieu à l'arrivée. Oui. Puisque à leur arrivée, les enfants sont remis à l'aide sociale à l'enfance et les adultes sont remis au service de police pour le parcours judiciaire classique, c'est-à-dire la garde à vue, la détention provisoire, tout simplement. Donc le 20 octobre 2022, ma nièce et mon neveu ont été rapatriés et désormais, depuis cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'État français, comme l'ensemble des États européens, procède au compte-gouttes au rapatriement des enfants, en priorité, parce que ces enfants, pour 90% d'entre eux, ils sont nés là-bas, ils sont âgés de moins de 8 ans. Se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont âgés, et c'est une poignée, hein, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont âgés entre 8 et 18 ans. Et donc la France a procédé au rapatriement le 20 octobre de ma nièce et de mon neveu, ainsi que de leur mère, c'est-à-dire ma sœur. Ça m'a permis de souffler, ça m'a permis de mettre de côté 10 ans de combat quand même, et tourner la page après 10 ans de combat acharné face à l'idéologie islamiste qui m'a détruit personnellement, qui a détruit ma famille. Et d'abord, ma nièce et mon neveu ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Ils sont aujourd'hui dans une famille d'accueil. Ils font l'objet d'un suivi médical, psychologique, psychiatrique très lourd. Quant à ma sœur, elle est actuellement détenue en détention provisoire. Elle avait été condamnée par défaut à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, dans la mesure où elle a été jugée par défaut par une cour d'assises spécialement composée. Elle sera rejugée, cette fois-ci en sa présence, pour qu'elle puisse s'expliquer des faits qu'on lui reproche et qu'elle ne conteste pas, puisque la condition de son rapatriement, c'était évidemment qu'elle assume évidemment son départ quand même. Elle se laisse désormais emporter par la vie. J'ai pu reprendre contact avec elle. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
avant son rapatriement, déjà, depuis 2 ans avant son rapatriement, c'est-à-dire depuis 2019-2020, elle s'était déjà désengagée complètement de Daesh. Elle avait compris que c'était une arnaque. Bon. Mais c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que elle m'a appelé d'abord après son rapatriement, et là, il y a maintenant quelques mois. Et ma sœur me dit au téléphone, « Mais tu sais, Amine, je suis actuellement placée à l'isolement. » Elle est en fait à l'isolement administratif, c'est-à-dire qu'elle ne peut voir aucun détenu. Mais sache que la prison m'a fait du bien. Surprenant. C'est assez surprenant d'entendre ça. Moi qui pensais que ça allait être pire qu'avant. Et je dis, mais pourquoi ça? Elle m'a dit, bah écoute, aujourd'hui à l'isolement, alors ça commence à devenir long, mais il m'a fallu ce temps de silence. C'est-à-dire que le silence n'était pas possible pendant 10 ans. Soit il y avait des bruits de bombardement, soit des bruits de guerre, soit des bruits d'ambiance, soit des cris d'enfants. Là, pendant plus d'1 an, puisqu'elle a l'isolement depuis le 20 octobre 2022, elle n'entend rien. Elle est suivie psychologiquement, certes, à un cycle très irrégulier. Elle est suivie médicalement. Elle se reconstruit une hygiène de vie. Et surtout, elle-même a demandé à être accompagnée par un médiateur du fait religieux qui est intervenu en prison. Je ne parle pas d'imam. Je ne parle pas d'aumônier. Je parle de médiateur du fait religieux. Capable de lui apporter la contradiction religieuse. Capable d'aller chercher au fin fond de ses convictions et au fin fond de cette idéologie à laquelle elle a adhéré par le passé, les raisons de son engagement dans une filière d'action violente. Et elle m'a appelé pour me dire que ces échanges lui ont fait du bien et lui font beaucoup de bien. C'est ça que je trouve assez remarquable, c'est que on ne vend pas assez la prison comme un lieu de réparation. Mais c'est aussi un lieu de réparation. Évidemment qu'il y a encore aujourd'hui quelques pistes d'amélioration. Elle demande encore aujourd'hui d'être accompagnée davantage. Les échanges avec un psychologue ont lieu tous les 8 semaines. C'est pas assez, 8 semaines. Enfin, face à une peine qui va nécessiter beaucoup de temps, on peut imaginer que 8 semaines, c'est suffisant entre chaque rendez-vous. Mais elle demande, et c'est elle-même qui le demande, elle demande à être davantage aidée et épaulée. Et elle a repris conscience aussi de la responsabilité qu'elle a eue sur elle, mais aussi sur ses enfants, parce qu'elle est justement maman. Et les enfants, en quelque sorte, la protection des enfants semble aujourd'hui replacer son rôle de maman, qui est pour elle en réalité une double peine. Parce qu'elle ne doit pas seulement s'expliquer elle-même et trouver envers elle-même les raisons qui ont fait qu'elle a gâché 10 années de jeunesse et 10 années de sa vie, mais elle devra demain expliquer à ses enfants qui était leur père et quel a été le parcours de leur mère, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants soient détachés d'elle. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que il est possible, et c'est ce que la prison ne fait pas, mais il est possible de réparer quelque part cet engagement radical vers la construction identitaire, matérielle, maternelle et paternelle autour des enfants. Et c'est un repère qui est extrêmement intéressant et qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Sauf que aujourd'hui, on fait face à un manque de moyens sidéral en prison. Elle ne peut pas, par exemple, elle n'a jamais rencontré un psychothérapeute.
Elle n'a jamais rencontré un psychiatre. Parce qu'il n'y en a pas. Donc l'État français, aujourd'hui, doit réinvestir les moyens pour pas déradicaliser. Parce que la déradicalisation n'existe pas. La déradicalisation n'existe pas, c'est un fantasme. C'est un fantasme administratif, c'est un fantasme qui a été théorisé par des hauts fonctionnaires qui ont peut-être théorisé le ressenti de la radicalisation, mais qui ne l'ont pas vécu. La déradicalisation n'existe pas parce que la radicalisation n'est qu'une émotion. La radicalisation n'est qu'une émotion. La radicalisation, elle est possible dans tous les espaces de la société. La radicalisation, elle n'est pas seulement religieuse, elle est aussi politique. Elle est sociale, elle est rendue possible dans tous les espaces de socialisation. La déradicalisation n'existe pas. Le désengagement djihadiste est possible. Le désengagement violent est possible. Il a été rendu possible par la prison. Mais ce qui est d'autant plus possible, c'est la réaffiliation sociale. C'est ça qui est différent. Et d'ailleurs, nos voisins allemands l'ont très bien compris. Nos voisins allemands, ils ne font pas ce que la France fait depuis maintenant 2014. Nos voisins belges, ils ne font pas ce que la France fait depuis 2014. Vous savez comment on déradicalise aujourd'hui les djihadistes en prison? On envoie plus d'aumôniers, plus d'imams. On déradicalise par de la religion. En expliquant à ces jeunes ce qu'est le bon islam et ce qu'est le mauvais islam. Même ma sœur en rit. Elle me dit, mais enfin, Amine, ils n'ont pas compris que pour déradicaliser, entre guillemets, il faut soumettre l'islam à la critique. Ouais. À la critique. Il ne s'agit pas d'enseigner le bon islam, le mauvais islam, ce n'est pas le rôle de l'État. Il s'agit simplement de redonner à ces jeunes les moyens et les instruments politiques, civiques, religieux, sociétaux, suffisants pour faire face à tout type d'idéologie. Tout type d'idéologie. Et la deuxième erreur de l'État, qui est une erreur magistrale, mais vraiment, et on le ressent aujourd'hui, c'est de considérer que l'emprise djihadiste est comparable à l'emprise sectaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le gouvernement français. Ils ont supprimé la Miviludes, c'est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, pour la confier au comité interministériel de prévention de la radicalisation, le CIPDA. Tout cela a amené à de grands scandales au niveau de l'État. Ça a donné un business opaque de prétendus experts de la déradicalisation. Ça a amené le fonds Marianne. Et ça a amené tout le défilé de scientifiques autoproclamés autour de la question. Moi, Jules, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en 10 ans, nous, les familles qui avons été touchées dans notre chair par la radicalisation islamiste, on n'a jamais été associés à rien. On ne nous a jamais demandé notre avis, on ne nous a jamais demandé comment on ressentait, comment on voyait les choses, rien. Et pourtant, je suis certain, j'en suis même convaincu, qu'on aurait pu aider ces familles. Et qu'est-ce que j'avais fait à l'époque pour convaincre le gouvernement au moins de rapatrier les enfants? J'avais participé et cofondé un collectif de familles touchées par la radicalisation d'un proche. C'est le collectif des Familles Unies, qui regroupait plusieurs dizaines de familles touchées partout en France par la radicalisation d'un proche. Et avec toutes ces familles et tous les échanges noués ont montré notamment que la défaillance de l'État, ça a été une défaillance institutionnelle en tant que l'État a refusé de faire confiance aux familles touchées par la radicalisation pour lutter contre le djihadisme. Les familles ont été exclues. En Belgique, les familles ont été associées. En Allemagne, les familles ont été associées. D'accord. Au Danemark, les familles ont été associées. En France, on a exclu les familles. Voilà pourquoi l'idéologie djihadiste a pu, je crois, prospérer. Elle a pu prospérer parce que la France n'a pas de politique familiale depuis 30 ans. Que l'idéologie islamiste et l'idéologie djihadiste est parfaitement adaptée au modèle de famille désunie. Et je crois que le fait qu'on soit une famille monoparentale n'y est pas pour rien.
Je crois que la déconstruction de la cellule familiale n'y est pas pour rien. Je crois même que le silence des pères y est pour beaucoup. Une nation comme la France, une nation qui refuse de se doter d'une politique familiale forte, est une nation qui est vouée à l'échec. Vouée à l'échec. On va droit dans le mur. C'est pas seulement un combat de civilisation, cette affaire. C'est aussi un combat culturel. Parce que nous n'avons aucun récit républicain à raconter aux jeunes. J'ai essayé de prendre le problème à l'envers un petit temps, mais j'ai demandé à ma sœur à un moment, tu peux tout me dire, je suis ton frère, ce qui est passé est fini, tu n'es plus en Syrie, tu es en France. Dis-moi pourquoi tu t'es engagé. Et ce qui est poignant dans ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, écoute Amine, aujourd'hui j'ai 29 ans, à l'époque j'en avais 19. Je me suis engagé vers Daesh parce que Daesh était un idéal pour elle. On lui a raconté évidemment un tas de choses, qu'elle pourrait avoir de l'argent, qu'elle pourrait devenir maman, qu'elle pourrait effectivement adhérer à une société dans laquelle on pourra reconnaître ce qu'elle vaut. Elle me dit, je crois que ce qui lui a terriblement manqué en France, c'est son discours, hein, c'est le fait que la France ait totalement renoncé à ce qu'elle est. Il n'existe pas de consubstantiel commun dans la société française. Et c'est comme ça que le récit de Daesh a pris le dessus, parce que elle ne s'est jamais sentie française. Elle ne s'était jamais sentie française. Elle m'a dit, Ami, je me suis jamais sentie française. Je me suis sentie française le jour où la France a accepté de me rapatrier. J'en ai déduit que la société française était vue, et c'est encore le cas aujourd'hui par des factions islamistes qui parlent au nom de nos compatriotes musulmans. La société française est vue par un certain nombre de factions islamistes comme une société décadente, qui a abandonné ce qu'elle est, qui a délaissé le sacré, qui n'a pas de consubstantiel commun à raconter. Et pour en revenir à la question de l'islam, en France, nous avons 6 millions de compatriotes musulmans. Qu'est-ce qui faisait que, il y a 30 ans, le million de compatriotes musulmans qui étaient en France s'émancipaient librement dans la société sans aucune difficulté? C'est d'abord et avant tout parce que le problème, d'une part, est lié à l'histoire des migrations locales. Moi, j'avais dénoncé une mosquée à Roubaix, non pas parce que cette mosquée aurait radicalisé ma sœur, mais parce que par l'intermédiaire de cette mosquée, elle a rencontré des personnes qui, en dehors de celle-ci, lui ont facilité sa radicalisation. Mais l'histoire des mosquées, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi personne ne s'intéresse à la question dans ce pays? Dans les années 90 à Roubaix, c'est qui tenait les mosquées? C'était les Chibani et c'était les Harkis. Ils se sont battus pour la France, ils se sont saignés par le travail pour le pays, ils étaient parfaitement assimilés et intégrés à la société française, mais les Chibani et les Harkis, ils ont été chassés. Ils ont été chassés sous le regard silencieux et complice de l'État. D'abord, par l'idéologie des frères musulmans, et ensuite par le salafisme. Et j'avais effectivement, moi, dénoncé à Roubaix la montée du salafisme, qui propose aujourd'hui à nos compatriotes musulmans comme seule voie possible la rupture avec la société française, la rupture avec le matérialisme, la rupture avec le consumérisme, la rupture identitaire, civilisationnelle
avec la France. Et encore aujourd'hui, et c'est encore plus profond qu'en 2014, encore aujourd'hui, à Roubaix. C'est pour ça que j'ai pris la parole dans ce reportage sur M6. J'ai voulu montrer aux Français ce qu'était devenu Roubaix, jadis terre d'accueil, terre d'intégration républicaine, devenue aujourd'hui une terre totalement communautarisée, totalement islamisée, totalement islamisée. Et j'assume. Je dis qu'aujourd'hui, l'État n'a pas été au rendez-vous du choc d'intégration annoncé. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que nous continuons à accepter l'inacceptable. Nous continuons encore aujourd'hui à Roubaix à laisser des morceaux entiers du territoire de la République à des salafistes qui prônent aujourd'hui la défiance envers l'État. Comment ? Par l'exclusion. Ils disent à nos jeunes, mais vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français comme les autres. Vous êtes d'abord musulmans. Vous appartenez d'abord à une Oumma. Vous appartenez d'abord à une communauté musulmane, avant d'appartenir à la nation française. La droite française ne parle plus de service public dans ces quartiers. On ne parle plus service public. On ne parle plus service public parce que... je ne parle pas de l'ANRU, je ne parle pas de la rénovation urbaine, je parle service public. Je parle acteur du territoire de la République. On n'a plus aujourd'hui de représentants politiques capables d'aller dire à ces jeunes « mais vous aussi, vous êtes français ». Vous êtes français parce que vos parents se sont battus pour ce pays. Moi, quand je vois aujourd'hui des descendants de harkis prendre aujourd'hui, faire le choix de l'obédience salafiste, alors que leurs parents se sont battus pour la France, pour la libération de la France, alors que leurs parents se sont battus par le travail pour rénover leur territoire, rénover leur quartier, je tombe de très très haut. Et ce problème du nouvel islam importé en France, qui est un islam de rupture, qui est un islam salafiste, et qui est aussi celui fortement dominé par l'idéologie des frères musulmans, n'est pas détachable de l'inaction de l'État face à l'immigration incontrôlée. Nous continuons d'accueillir des populations étrangères qui apportent en France leur culture et leur fierté. Pas seulement leur religion, leur fierté, leur culture, sans assumer le destin commun, sans respecter le discours d'intégration républicain et national. Nous n'avons plus le respect de la patrie, le respect de l'ancien. En revanche, il existe une faction minoritaire en France, qui prône, je crois, l'islam des Lumières, qui était en fait finalement l'islam de nos parents. C'est-à-dire un islam de réconciliation et d'égalité. Et cet islam-là, c'est un islam que nous pouvons et que nous devons encourager. Comment ? Ben, c'est simple. La France peut, et je crois qu'un choix politique est possible. Je te coupe, on finira sur ça, je pense. On finit sur ça ? Ouais. La France, elle peut associer les acteurs musulmans volontaires pour reconquérir le sacré. Ce n'est pas un sacré religieux, mais plutôt un sacré transcendant. La patrie française, la nation française, la patrie surtout, peut être un sacré. Ce sacré, on peut le redessiner à travers un nouveau discours républicain autour du service militaire obligatoire, de l'uniforme à l'école, du drapeau tricolore, que nous n'arrivons même plus aujourd'hui à afficher sur le fronton de nos mairies, sur nos façades publiques, sur nos bâtiments républicains. Et je conclus, moi, dans mon livre, pour dire que seule la culture nous réconciliera. Je suis désolé de vous le dire aussi, mais la rupture annoncée des islamistes,
cette rupture, ce discours de rupture républicain, désolé, hein, bon, on pourra couper là-dessus, mais je m'emmêle un peu les pinceaux. Ça va mieux. Le discours islamiste, il se fonde d'abord sur les renoncements de la société française. Parce que moi qui ai grandi avec cette double culture, une culture musulmane et une culture catholique, je peux vous affirmer aujourd'hui que ce ne sont pas les musulmans qui ont abandonné vos églises. Bon. Ce n'est pas les musulmans qui ne rénovent pas leur sacré. Pardon. Ce ne sont pas les musulmans qui ont abandonné les églises, comme ce ne sont pas les musulmans qui ont abandonné la rénovation du patrimoine culturel chrétien de la France. Au contraire, nos 6 millions de compatriotes musulmans, qui dans leur très grande majorité refusent l'islamisme, sont attachés au sacré. Mais le sacré, c'est pas seulement la religion, c'est aussi de redonner de la considération pour nos anciens. À votre avis, pourquoi, dans les pays musulmans, on refuse d'inscrire nos grands-parents dans des EHPAD? C'est parce que nous avons de la considération pour nos anciens. Alors, évidemment que on ne peut pas en faire une généralité, évidemment que certains de nos anciens ont besoin d'accompagnement sanitaire, d'accompagnement humain, mais redonner de la considération pour nos anciens, redonner de la considération pour la culture, pour le mérite républicain, redonner de la considération pour le patrimoine, pour l'identité culturelle. Et ce qui permet demain d'armer une nation face à toutes les idéologies, pas seulement l'idéologie islamisme, mais aussi le wokisme, mais aussi le déclin annoncé face aux militants anti-France. Et donc, si demain, vous voulez reprendre le contrôle social, le contrôle culturel, le contrôle sociétal que nous avons aujourd'hui délaissé à des factions islamistes entières dans des quartiers totalement communautarisés qui échappent au contrôle de l'État, alors oui, la France doit replacer la patrie comme étant la garante du rétablissement du sacré autour de la valeur travail, autour de l'uniforme à l'école, autour du rétablissement du service militaire obligatoire, et enfin affirmer une bonne fois pour toutes que oui, la France est un pays laïque, mais d'identité culturelle chrétienne, né de son héritage chrétien, né de 2000 ans d'histoire chrétienne, pour réconcilier évidemment la société française avec ce qu'elle a bien voulu accueillir, c'est-à-dire nos parents et nos grands-parents issus de l'immigration, c'est-à-dire nous, 3e, 4e, 5e vague d'immigration, nous qui sommes aujourd'hui en France et qui seront peut-être demain les acteurs de la France de demain. Merci Amine Elbaï, merci pour ce témoignage qui était passionnant, tout en nuances, et tout à fait, on est très fiers de vous avoir au sein de notre comité stratégique chez Livre Noir, très fiers de pouvoir vous entendre, nous exprimer ainsi sur ces sujets de manière libre et courageuse. Et nous admirons aussi chez Livre Noir votre parcours et nous tenions à le souligner. Avant de terminer cet entretien, je rappelle à tous que nous sommes toujours dans notre campagne de levée de dons pour lever notre pôle enquête chez Livre Noir. Nous avons besoin de 50 000 € pour pouvoir enquêter à la fois sur l'islamisme et sur l'extrême gauche. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous soutenir et également n'hésitez pas, encore une fois, à aller acheter notre nouveau magazine qui est sorti le 8 décembre en kiosque, Une terre de peuple vers la guerre civile en France, point d'interrogation, dans lequel vous trouverez de nombreuses réponses avec notamment des membres du renseignement qui nous ont livré leurs prospectives et scénarios. Merci Amine Elbaï, merci pour cet entretien et merci à tous de nous avoir suivis. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation,
Également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Moran-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ses jeunes des quartiers, ses victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.